Alors, vous êtes plutôt réveillé en mode on discute ou je vous fais un long monologue pour que vous puissiez vous rendormir calmement? Vous n'étiez pas endormi, donc ouais, mais donc on peut, du coup, on peut échanger, c'est bien. Alors, qu'est-ce que je suis venu vous raconter? C'est tout bien pas structuré parce que alors je peux vous mentir, je peux vous dire j'ai rien préparé. C'est pas vrai. C'est juste que c'est des trucs très anciens. La dernière fois que j'ai bossé sérieusement sur le sujet, c'est un papier que j'ai publié sur le blog d'Octo en 2021, donc il y a 4 ans. Et j'avais déjà l'impression, en écrivant ce papier-là, de mettre des trucs très anciens. Alors, on va essayer de mettre tout ça un peu devant un public d'informaticiens et de data bidules et de gens comme ça. Quand on dit privacy, tout le monde entend RGPD, tout le monde entend bandeau de cookies, casse-couilles de juristes, etc., etc. En fait, parce qu'on a pris la sale manie de traiter le problème à l'envers. Vous savez comment on fait? On développe un truc qui est un peu rigolo. Et puis à un moment, ça sort de la petite bulle confidentielle où on faisait joujou avec. Du coup, ce serait bien que ce soit pas trop hors la loi, histoire que tout le monde finisse pas en prison. Et donc, dans les 2-3 questions qu'on se pose, il y a conformité RGPD. Et donc, on voit avec le juriste, ou bien on réécrit complètement le logiciel parce qu'il a été fait avec les pieds, qu'on n'a pas réfléchi à ce qu'on faisait. Ou bien, vu qu'on ne doit pas tout réécrire, le juriste nous fait un tout petit contrat de 887 pages que l'utilisateur va signer d'un clic, vu qu'il l'aura lu. En fait, cette approche-là, elle ne marche pas. Elle est complètement idiote. Enfin, quand vous faites signer un contrat délirant comme ça à quelqu'un, c'est que c'est votre ennemi. Hein, moi, quand je fais signer un contrat à quelqu'un en lui disant qu'il s'engage sur l'honneur à ne pas me faire de procès et à ne pas me tuer dans la rue, a priori, c'est pas mon pote, quoi. Et cette approche-là, c'est une approche où vous posez que votre ennemi, c'est l'utilisateur de votre produit. Et vous dites à l'utilisateur, alors c'est très bien dit, hein, c'est dit en novlangue et tout, c'est classe, on dirait du macronisme. We value your privacy, ça veut dire on t'emmerde, mais tout le monde le sait, hein, que ça veut dire on t'emmerde. Ne croyez pas tromper qui que ce soit avec ces conneries. Tout le monde sait. Quand je vois un site qui me dit We value your privacy, ça veut dire on te prend pour une truffe. Je pense, même ma mère le sait, prof d'histoire géo en retraite, je pense que c'est transparent. Donc cette novlangue-là, tout le monde sait ce que ça dit. Et en fait, je pense que les outils sur la privacy doivent s'utiliser dans l'autre sens. Pour moi, il y a 2 éléments clés. D'abord, il y a le fait qu'en majorité, alors je pense que dans la pièce, il y a pas mal de personnes qui connaissent assez le sujet RGPD, et je soupçonne que, si je pose la question, on est d'accord, le sujet c'est bien, il faut demander le consentement de l'utilisateur, et puis après on fait ce qu'on veut. C'est bien ça? Ouais, pas tout à fait, hein. Alors je vais vous le réexpliquer autrement. Vous n'avez pas besoin de demander le consentement de l'utilisateur si, petit 1, vous faites ce qu'il est venu de vous demander. Donc, pour faire ce que l'utilisateur vous a demandé, pour exécuter le contrat entre vous et lui, vous n'avez rien à lui demander, pas de consentement, rien. Vous allez commander des caleçons en ligne, il faut votre adresse pour vous livrer, il n'y a pas besoin de votre consentement pour vous demander votre adresse. Vous êtes en train de commander des caleçons, vous savez bien qu'on va vous demander votre adresse. Normal. OK ? Donc, si c'est pour faire ce que l'utilisateur vous a demandé, ou s'il y a une obligation légale, hein, typiquement, mon banquier a l'obligation de me demander mes papiers, il ne va pas me demander mon consentement, c'est une obligation. Pareil, quand le ministère de la Justice fait un casier judiciaire, on ne me demande pas mon consentement, voyez-vous. Ou s'il y a ce qu'on appelle un intérêt légitime, c'est-à-dire que pour des raisons de sécurité, en fait, intérêt légitime, il est toujours mal compris, dites-vous intérêt général. C'est typiquement, vous avez besoin des données pour assurer la sécurité du service et s'assurer qu'il n'y a pas de piratage, etc., etc. Ben ça, c'est normal comme traitement. Il y a un intérêt légitime à la sécurisation du service. Et puis ben sinon, pour tout le reste, c'est-à-dire vous vous apprêtez à faire quelque chose qui n'est pas nécessaire pour ce que le client a demandé, qui n'est pas une obligation légale, pour lequel il n'y a pas d'intérêt légitime, intérêt général. En gros, vous vous apprêtez à faire un truc crade.
Et ben c'est comme dans le sexe. Pour faire des trucs crades, il faut que les gens soient d'accord, sinon vous le faites pas. C'est pas dur, hein. C'est vraiment pas dur. Mais vous voyez, c'est le contraire de ce qu'on entend souvent. C'est-à-dire que le consentement, c'est la dernière des clauses intéressantes et c'est uniquement quand on s'apprête à faire un truc dégueulasse. Donc en moyenne, si vous ne faites pas de la merde, vous n'avez pas besoin de consentement. Alors évidemment, demandez le consentement à l'utilisateur avant d'échanger ses données avec vos 873 partenaires privilégiés. Quand on invite 873 personnes à la partouze, on peut parler de trucs dégueulasses, quoi. Vous voyez, on est sorti du machin tout simple, on n'est pas dans le petit dîner entre amis. Donc ça, pour moi, c'est le premier volet. Il faut comprendre le RGPD pour ce qu'il est, et en fait, il n'est pas très compliqué, hein. Si vous ne faites que ce que les gens vous ont demandé, et non pas ce qui vous arrange vous, en considérant les gens comme des marchandises, il n'y a pas de problème de RGPD, hein, c'est pas dur. Juste, personne ne fait ça. Et puis, il y a un deuxième volet. Alors, moi, je trouve cette première approche assez intéressante parce qu'elle vous place dans une position d'allié avec les utilisateurs. C'est-à-dire que tout d'un coup, vous faites ce que les gens vous ont demandé en bon prestataire de service et vous ne faites que ça. Les gens ne vous ont pas demandé de la publicité, ben vous ne leur mettez pas de la publicité. Si je demande qu'on me présente des offres pour des casseroles parce que j'ai envie d'acheter des casseroles, je serais ravi de voir tout l'argument publicitaire de tous les fabricants de casseroles de l'univers. Mais si c'est pas ça que je suis venu chercher, arrêtez de vouloir m'enfourguer, quoi. Donc ça pour moi, c'est vraiment le premier angle, c'est revoir le RGPD pas du tout comme une contrainte juridique, mais comme une façon de faire alliance avec l'utilisateur. Il y a un deuxième volet qui est très européen, parce que ce que je viens de vous dire là, arrêtez de maltraiter les gens, on pourrait l'expliquer à Facebook. Ça met par terre la totalité de son business model, donc il ne le fera pas, mais on pourrait leur expliquer. Il y a un autre élément qui pour moi est extrêmement intéressant, qui est que le RGPD est une contrainte juridique européenne. Vous êtes censés tous la respecter en Europe. Et on a déjà 2 décisions de la Cour de justice de l'Union européenne qui nous disent que le droit américain fait qu'une entreprise qui obéit au droit américain ne peut pas être conforme au droit européen. Et alors ça, moi je suis sidéré que les entreprises du secteur s'en soient pas emparées. Tous les géants français et européens qui touchent de près ou de loin à de l'informatique devraient utiliser ça pour pousser les Américains vers la sortie. Et donc, vous avez intérêt à être particulièrement exemplaire sur le sujet privacy, parce que vos concurrents américains sont incapables de l'être. Puisque s'ils respectaient les normes européennes, ils seraient hors la loi vis-à-vis des États-Unis et ils ne pourraient plus répondre aux injonctions de l'agent Orange. Et ça, c'est vachement important. Parce que c'est ce qui vous permet de les pousser vers la sortie. C'est un argument protectionniste majeur. Mais moi, ce qui me fascine, c'est que cette idée est une idée très ancienne. Enfin, moi, je ne sais pas si on vous a appris ça en cours d'économie au lycée, mais moi, oui. Il y a 2 formes de protectionnisme très classiques. Il y a le protectionnisme douanier. Ça, on en parle tout le temps, parce que c'est celui que connaît Trump. Hein, on augmente les droits de douane, et du coup, ça augmente les prix des produits importés, et du coup, ça fait que ça protège un petit peu les entreprises qui produisent en interne et qui peuvent prospérer sur le marché local, puisque l'importation coûte très cher. Grand classique. Et puis, il y a une deuxième forme de protectionnisme qui est le protectionnisme réglementaire, qui est faire en sorte que les règles pour accéder au marché soient difficiles à suivre pour les gens de l'étranger. Longtemps, on a fait ça sur des machins comme les formes des prises électriques et le type de câble, etc. Parce que, typiquement, la norme française dit que la prise doit être de tel modèle avec un bibit bleu qui fait gling-gling. Et du coup, dis donc, tous les fabricants américains, ils vont mettre 2 ans à se décider à rajouter le bibit bleu qui fait gling-gling. Et du coup, pendant 2 ans, le marché leur est pas accessible. Alors évidemment, depuis qu'on fait fabriquer la totalité de ce qu'on consomme en Chine, on a perdu l'habitude de ce protectionnisme réglementaire, puisque, en fait, toutes nos usines sont là-bas, donc on leur explique comment il faut fabriquer pour que ce soit vendable chez nous.
Alors que ce soit pour une marque française ou pour une marque américaine, il s'en fout. Le producteur chinois, lui, on lui dit il faut appliquer la norme pour la France, il applique la norme pour la France. Mais là, on est sur une forme de protectionnisme réglementaire qui est vachement intéressant. Parce qu'en fait, sur la protection des données personnelles, vous avez deux réglementations qui s'opposent, qui sont incompatibles l'une avec l'autre, et qui ont toutes les deux un volet extraterritorial. Pas le même. Puisque la loi américaine s'impose aux entreprises américaines où qu'elles exercent dans le monde. Donc la loi américaine qui prévoit que les entreprises doivent coopérer avec le gouvernement, Cloud Act, Patriot Act, transfert de données personnelles à la demande de à peu près n'importe quelle agence gouvernementale, y compris l'agence de santé. J'ai vu ça en travaillant sur un des derniers recours qu'on a fait devant le Conseil d'État. Parce qu'il y a de la sécurité nationale dans les données de santé, figurez-vous, et donc... Donc ça, c'est le droit américain, il est foutu comme ça. Donc il s'impose aux entreprises américaines où qu'elles opèrent dans le monde. Donc quand Amazon vous dit il n'y a pas de problème de souveraineté puisque les données françaises sont traitées sur des serveurs qui sont hébergés en France, le juriste d'Amazon qui dit ça, il ne sait pas lire. Vous voyez, en vrai, les données sont hébergées sur un serveur Amazon à Paris, et il n'empêche que s'il y a une réquisition gouvernementale, Amazon doit transmettre les données. Et le RGPD aussi a une portée extraterritoriale, mais qui est très différente. Alors, je ne sais pas si vous l'avez en tête. Le RGPD, tout le monde croit que c'est du droit des affaires, alors que pas du tout, c'est du droit de la personne. Porter atteinte aux données personnelles, c'est à peu près comme porter atteinte à la personne. C'est un droit de la personne physique. Alors c'est pour ça, par exemple, que quand telle entreprise en délicatesse et qui ne veut pas qu'on regarde dans ses affaires vient dire « Ah mais quand même, la vie privée, vous ne pouvez pas regarder ce qu'on fait de malhonnête au Kenya ou je ne sais pas quoi », c'est pas vrai. Hein. La vie privée, c'est pour les humains, c'est pas pour les entreprises, c'est pour les personnes physiques. Et en fait, la protection des données personnelles, telle que c'est rédigé dans le droit européen, c'est un droit qui s'applique. En fait, c'est un droit des personnes physiques qui sont en Europe. Donc ça, c'est pas réservé aux citoyens. Donc même les étrangers y ont droit. Les étrangers sont des gens. Ça surprend en ces temps quand on le dit, mais les étrangers sont des gens. Et en fait, c'est un droit que vous avez, vous, individuellement, que nous avons tous, parce qu'on est en Europe, et qui s'applique quelle que soit l'entreprise qui traite nos données. Et donc, le traitement que Facebook fait sur ses ordinateurs aux États-Unis de nos données personnelles, il est concerné par la loi européenne. Pourtant, c'est une entreprise américaine qui applique du droit américain sur un ordinateur américain. Ils font bien ce qu'ils veulent. Eh ben non. Et c'est là que les deux extraterritorialités sont en conflit l'une avec l'autre, parce qu'elles ne sont pas du tout rédigées de la même façon. Dans le droit européen, les données personnelles, c'est une protection de l'individu, et donc ça s'étend terre entière à tous les gens qui sont amenés à traiter nos données personnelles. Et le droit américain est extraterritorial parce que quand les entreprises y sont soumises, puisque c'est du droit des affaires, ce droit s'applique où qu'elles exercent dans le monde. Donc c'est très marrant, c'est structuré très différemment sur le plan juridique, et c'est ce qui fait que c'est radicalement incompatible. Et du coup, nous avons là une arme de protectionnisme prodigieuse. Et cependant, à chaque fois qu'on voit des rencontres de bidules interministériels, de SIGREF, de choses comme ça, je ne sais pas si vous voyez à quoi ça ressemble, ce dont je vous parle là. Les endroits où on réunit quelques représentants d'un secteur économique à Bercy avec quelques directeurs d'administration pour essayer de voir comment on peut faire pour que l'État embête pas trop les entreprises, mais que cependant on trouve des stages pour le fils du ministre parce qu'il ne faudrait pas qu'il ait à chercher. Enfin, vous voyez, ce genre d'endroit. Dans ces lieux-là, souvent les entreprises sont représentées par des gens qui n'ont pas compris le problème et qui viennent expliquer ah là là, le RGPD c'est compliqué, on a peur de prendre une amende, et puis ça nous handicape parce que, vous voyez, nous on est obligés de faire des trucs propres alors que les Américains ils ont le droit de faire des trucs dégueulasses, puis du coup ça leur rapporte plein du pognon.
c'est le contraire. Vous n'avez pas compris. Précisément, le texte en question fait que les Américains n'ont pas le droit d'accéder au marché. Donc vous devriez chercher à être le plus clean possible sur le sujet, parce qu'il vaut mieux éviter les balles perdues, et appeler à ce que l'autorité soit la plus brutale et la plus violente possible dans sa répression, parce que cette répression tomberait, vu que vous êtes irréprochable, pas sur vous. Et sur qui va-t-elle tomber? Sur les géants américains. Comme tout le monde dans la classe politique depuis quelques années cherche comment sanctionner les ignobles GAFAM qui sont devenus... Bon, alors on les aime beaucoup, mais on en dit du mal en public. On est encore sur cette espèce d'ambiguïté. Mais là, on a une arme qui est puissante. Il y a un outil réglementaire qui est vachement intéressant. Parce que Microsoft, même avec la meilleure volonté du monde, n'a pas le droit de respecter le droit européen s'il veut être conforme au droit américain. Et ça, c'est un outil. Et je suis très surpris que les entreprises s'en saisissent pas. Mais je suis surpris depuis 2016, quand le RGPD a été voté. Pour moi, c'était évident que ce truc était un outil protectionniste de grande valeur. Il a un intérêt comme business model parce qu'il permet de faire alliance avec les utilisateurs. On sait tous, on ressent tous quand on utilise, alors sur Twitter, depuis l'arrivée de l'autre proto-facho, là, c'est une caricature, mais on savait déjà, on n'est pas les alliés de ces gens-là. Facebook, c'est pas mon pote, même si des fois, alors moi j'ai pas de compte là-dessus, mais sur les grandes plateformes centralisées, c'est pas vos potes et vous le savez. Ce texte qui permet d'une part de faire alliance avec les utilisateurs et donc de venir sur un modèle économique différent, mais plus sain. Vous voulez que je vous refasse le petit chapitre sur la réification et l'inversion des rapports du commerce? Non? Oui? Vous voyez vaguement le truc. Tu vas chez le boulanger, tu achètes du pain. Okay, c'est un truc à trois. Il y a toi, il y a le boulanger, il y a la baguette. Toi et le boulanger, vous êtes le sujet, la baguette, c'est l'objet de la transaction. Bien. Quand vous êtes chez Facebook, c'est qui les acteurs de la transaction? C'est toi, Facebook et le publicitaire. Qui sont les sujets? Facebook et le publicitaire. Qui est l'objet? Toi. Je vous rappelle, souvenez-vous de la baguette, ça se termine pas bien pour l'objet. Voilà. On est d'accord que j'ai fait une analyse économique, socio-économique, parce que je parlais d'objet et de sujet, niveau première année débutant, et de manière triviale, je vous démontre, Facebook, c'est pas votre ennemi. Et donc, vous avez intérêt à un modèle économique plus sain, où l'utilisateur est votre allié, où l'utilisateur est votre ami. C'est beaucoup plus sain pour vous, c'est beaucoup plus sain pour l'utilisateur, et ça vous permet de pousser les Américains vers la sortie. C'était ça l'essentiel de ce que j'étais venu vous dire. Et du coup, je dois être très en dessous de la demi-heure qu'on m'a donnée. Oh, pas tant, il reste 6 minutes. Je suis sûr que vous avez des trucs intelligents à dire, ou des questions à poser, ou alors je vous ai rendormi. Je sens bien qu'il y en a 2, 3 au premier rang qui suivent. Au fond, ils ont l'air plus affalés. Vas-y. Alors, je reprends au micro pour que les gens dans Internet entendent. Comment on fait pour créer cette alliance avec l'utilisateur alors qu'il va plutôt chercher spontanément la valeur du produit plutôt que la valeur de sa propre vie privée? Alors, je ne suis pas du tout sûr de ça. Je ne suis pas du tout sûr. Effectivement, si tu fais un produit qui ne rend aucun service, mais qui protège très bien les données personnelles, appelle ça un caillou. Mais ça se vend, hein, ça s'appelle une pierre de lune, ça lutte contre les ondes méphitiques et ça empêche d'avoir un démon à la maison. D'ailleurs, j'ai une pierre de lune, il n'y a aucun démon chez moi, ça marche. Donc, appelons ça un caillou. Okay.
Donc oui, il reste quand même le fait qu'il faut rendre un service à l'utilisateur. Mais globalement, les gens n'attendent pas forcément un service extraordinaire. Ils attendent un service pratique. Si tu veux, moi je regarde ça de manière très bête. Vous êtes tous utilisateurs des produits Google et des produits Microsoft, donc vous avez tous déjà pratiqué la suite Office et la suite Google Docs en ligne. On est d'accord qu'il y a dans les différents outils Google Docs à peu près 3% des features de la suite Microsoft Office. Okay, avec 3% des features, ils arrivent à faire concurrence. Les gens, ils ne cherchent pas des features compliquées. On peut écrire, on peut mettre en italique, on peut mettre en gras, on peut faire des listes avec des tirets, un petit tableau, 2-3 conneries, ça suffit. En fait, les gens, ils cherchent des features assez simples. Et le fait qu'ils aient le sentiment que c'est un allié, parce qu'il n'y a pas eu besoin de signer un contrat de 300 pages, et parce que la presse ne regorge pas de toutes vos extorsions et exactions, ça suffit à faire de vous des alliés. Dans la pratique sur les données personnelles, c'est pas très dur. C'est-à-dire ne pas collecter les données, ne pas afficher de publicité, ne pas revendre les données à tes 873 partenaires publicitaires, ça t'affiche déjà comme étant différent. Montrer ce qu'on a comme données, montrer aux gens ce qu'on a comme données sur eux. Ça, c'est un truc qui est vachement simple. C'est pas très intuitif parce que alors quand j'étais petit, on disait le DBA, l'administrateur base de données. De nos jours, on dit le data scientist, data mes couilles, analyste, je sais pas quoi. Donc, le data paper, là, il croit que c'est ses données à lui. C'est pas vrai. C'est mes données à moi. Si vous partez du principe que vous êtes en train de manipuler les données de l'utilisateur qui lui appartiennent à lui, qui ne sont pas à vous, que vous traitez en son compte et pour son nom, ou en son nom et pour son compte, pour mettre ça dans le bon sens, vous ne vous mettez pas du tout dans la même position. Ayez un peu à l'idée que c'est comme quand votre banquier traite votre pognon, on est bien d'accord que c'est votre pognon, c'est pas le sien. Alors, il fait 2-3 trucs avec qu'on n'est pas forcément bien d'accord, mais enfin, à un moment, il vous rendez compte, et alors, au centime près, il vous rendez compte sur ce qu'il a sur vous. Hein. Et on est d'accord que s'il y a une erreur d'addition sur les centimes, on va discuter, parce que ça ne va pas. Et bien, de la même manière, vous manipulez les données des gens, ben, vous ne les perdez pas, vous les protégez, vous faites en sorte de ne pas vous les faire voler, vous leur dites ce qu'il y a sur leur compte, c'est-à-dire vous leur montrez ce qu'ils ont comme données avant qu'ils vous aient envoyé un courrier recommandé pour le réclamer. Et puis quand ils vous disent de l'effacer, ben vous l'effacez. Vous voyez, considérez que c'est leurs données comme si vous étiez en train de gérer leur pognon. C'est à eux, c'est leurs données. Vous gardez des traces de tout, ben montrez que vous avez des traces de tout. Et en fait, quand on prend cette approche transparente où on montre aux gens ce qu'on a, et pas on le montre parce qu'il y a eu une réquisition judiciaire par courrier recommandé mettant en demeure de transmettre conformément à l'article machin. Non, juste on montre. Et en fait, en créant cette transparence, on montre aux gens qu'on agit proprement. Et ça suppose d'être irréprochable. Et en particulier, ça interdit toute forme de publicité ciblée. Parce que si vous vous posez... J'adore le cas de Blocktel. Il y a quelques parlementaires un peu trolls qui sont en train de traiter ça. Vous voyez ce que c'est, Blocktel? Si vous vous êtes inscrit et que vous avez signé avec votre sang en remplissant des formulaires, l'administration, le préfet, un tampon, enfin, il faut quasiment un cachet en cire, enfin, pour dire « je ne veux pas être importuné par téléphone ». Mais c'est pas ça le consentement. C'est le contraire. Si on applique la loi, ne doivent être contactés par téléphone que les gens qui se sont explicitement inscrits sur la liste des gens qui souhaitent être contactés par téléphone pour recevoir de la publicité parce qu'ils s'ennuient le dimanche. Ben faisons comme ça. Puisque c'est ça que dit la loi, faisons ça. Et donc il y a des trolls qui... moi j'aimerais bien que ça passe, ça, mais dans l'ambiance parlementaire actuelle, il n'y a pas grand-chose qui passe. Qui disent on va inverser Blocktel. C'est en fait, les gens vont devoir s'inscrire avec formulaire, tampon, administration, trucs lourds, pénibles, pour pouvoir s'inscrire sur la liste des gens qui souhaitent recevoir des appels
téléphonique publicitaire. Et du coup, oui, ça va mettre en faillite un certain nombre de personnes. C'est pour ça qu'il y a une certaine réticence. Mais tant mieux. Ce sont des gens toxiques, il faut les mettre en faillite. Vous voyez un peu le... Donc pour moi, cette alliance, elle n'est pas très dure à faire. En revanche, si votre business repose sur le fait que vous vendez de la publicité ciblée et que c'est comme ça que vous ramenez du pognon, c'est pas bon. Si vous avez un directeur marketing qui croit que les 0,2% de chiffre d'affaires publicitaire supplémentaires valent le coup et justifient toutes les turpitudes, genre la SNCF. Genre la SNCF. Ils ont un business qui est quand même pas très compliqué à comprendre. Hein, on vend des billets de train, on transporte les gens. Enfin, c'est... Mon arrière-grand-mère comprenait très bien le modèle de la SNCF. Ils ont un vrai service différenciant. Vous voyez, Apple n'a pas de train. Donc ils ont un vrai service différenciant. Pourquoi il y a 12 000 trackers publicitaires dans leur appli de merde? C'est quoi ces bêtises? Pourquoi ils font n'importe quoi avec les données personnelles des gens? Pourquoi ils m'inondent de publicité parce que j'ai acheté un billet de train en 1987 et depuis je suis abonné à un demi-million de mailing lists de merde? Pourquoi? Pourquoi ils maltraitent leurs clients? C'est idiot. Eux, ils ont un vrai business. Facebook, c'est pas la même chose. Facebook, ils n'ont pas de business. Leur business, c'est de vendre la vie privée des gens. Il y a un problème. Ils ne peuvent pas faire autrement que mal vous traiter. Mais pour la SNCF, c'est probablement un petit directeur de quelque chose qui, pour amortir le coût de développement de l'appli, a dit il faut absolument que j'arrive à générer 3 cacahuètes et demi de revenus, parce qu'on parle de 3 cacahuètes et demi à échelle de la SNCF. Quelques millions d'euros de revenus publicitaires sur une entreprise qui pèse en dizaines de milliards, on est à 0,0 quelque chose %. On s'en fout. Mais il y a un petit directeur qui s'évalue là-dessus. Et donc, pour que lui puisse avoir la bonne évaluation et le bon budget, il est prêt à toutes les immondices sur les données personnelles des gens, et donc à faire en sorte que les gens le considèrent comme étant l'ennemi, ce qui est aberrant. En termes de stratégie marketing, ça me paraît aberrant. Il se met dans une position où il est plus copain avec le publicitaire qui lui rapporte quelques millions par an qu'avec les voyageurs qui lui rapportent quelques milliards par an. Il s'est gouré. Et pour moi, l'endroit où ça vrille, c'est là. C'est-à-dire qu'il faut trouver quels sont les petits chefs qui ne sont pas lunés comme il faut et qui du coup font des bêtises. Voilà. Je vais aider à respecter les timings en restant à peu près à l'heure. Parce que là, je dépasse. On m'avait dit, oui c'est ça, 11h15, donc là, je dépasse. Alors après, s'ils viennent pas me piquer le micro, tu peux poser ta question, mais je pense à un moment, ils vont se lever, ils vont me prendre le micro. C'est pas trop tard, en fait. Est-ce que c'est pas trop tard? Non, je pense que la question est évidente. Oui, les Américains font comme ils veulent et les Chinois font comme ils veulent. Et ben nous, on va faire comme on veut. Ah, mais ça va avec. Pour moi, c'est le même sujet. C'est exactement le même sujet. Est-ce que quand j'ai confié un bidule à Twitter ou à Facebook ou à je sais pas quel autre service à la con, est-ce que c'était pour alimenter une IA? Ben non, c'est pas ça que je suis venu faire. Moi, je suis venu raconter ma life à mes potes pour dire de la merde alors que j'avais bu. Donc je suis pas venu pour entraîner une IA. Et ben du coup, tu n'as pas le droit d'utiliser les données pour entraîner une IA. Et si tu le fais, tu es hors la loi. Si tu es hors la loi, nous avons des agences en Europe dont le métier est d'aller te chercher, et c'est 4% de ton chiffre d'affaires mondial de sanctions par infraction. Donc non, c'est pas trop tard. Le texte s'applique très bien. Est-ce que quand je me suis inscrit sur laredoute.fr pour acheter des chaussettes, c'était pour entraîner une IA? Non. C'était pour acheter des chaussettes. Toute utilisation autre que de me livrer des chaussettes est illégale. Et alors que ce soit renseigner un publicitaire ou alimenter une IA ou faire quoi que ce soit d'autre.
toute autre utilisation que celle que j'ai demandée est illégale. C'est pas très dur en vrai. Hein. Et je veux dire, en toute logique, ça devrait occuper une grosse demi-heure la CNIL de mettre une sanction à tous les modèles d'IA qu'on voit basés sur des données publiques. Juste, ils ne le font pas. Et moi, je vois deux raisons essentielles au fait qu'ils ne le fassent pas. La première, c'est qu'ils sont très occupés à faire la sieste. Et qu'il ne faut pas les déranger pendant la sieste. Et la deuxième, c'est qu'ils n'ont pas de moyens. Mais vraiment, pas de moyens. La CNIL en France a un budget qui est ridicule. La CNIL est susceptible de faire rentrer, si elle faisait son boulot, 2 à 15 milliards d'euros de sanctions par an. Et ils doivent avoir un budget de quelques millions. C'est-à-dire que les membres de la commission sont des bénévoles. Je trouve ça très drôle. Ça risque pas de finir comme la vidéo sur à force de la vidéo protection, à force de rassurer les ça. Maintenant, personne ne parle. Ah bah si, nous on en parle beaucoup, on obtient quelques victoires devant les tribunaux. Alors la question qui pose, c'est est-ce que ça risque pas de finir comme la vidéosurveillance où plus personne n'en parle à la fin? Bah, en fait, si la CNIL n'obtient pas les moyens parce que le législateur n'a pas envie de faire rentrer 15 milliards d'euros par an, parce que tu comprends, les comptes débordent, on a trop de pognon. C'est pas intéressant d'aller piquer le pognon des GAFAM. Bon, si personne n'incite la CNIL à la sanction, et qu'on vient lui expliquer que continuer à faire la sieste, c'est vachement bien, ils vont continuer à faire la sieste. Hein, je veux dire, faut pas non plus... si nous, les professionnels du numérique, on ne pousse pas à la roue, parce qu'à chaque fois que la CNIL bouge un truc, tous les professionnels sont là pour dire « Ah là là, mais il faut rien faire, il faut rester immobile, il faut bien rester... Vous n'y pensez pas, on ne va pas arrêter de mettre des cookies parce que c'est très grave. » Si les entreprises du numérique demandent qu'il ne se passe rien, alors il ne se passe rien. Mais si on les pousse en disant « Non, non, mais on veut absolument qu'il y ait des sanctions, parce que quand même, nous, on respecte la loi et tous les autres, là, ils ne respectent pas, donc on veut absolument qu'ils soient condamnés. » Et si on pousse à la roue pour qu'il y ait des sanctions, et que quand vous allez discuter avec tous les gens de Bercy, ce ne soit pas pour demander qu'il y ait moins de régulation, mais au contraire qu'il y en ait plus et qu'elles soient plus appliquées, et que s'il vous plaît, appliquez les sanctions prévues parce que ça commence à bien faire, les gens qui ne respectent pas la loi et qui ne sont pas sanctionnés, bah, les sanctions vont pleuvoir. Mais pour le moment, toutes les grandes entreprises du numérique jouent contre leur camp, puisqu'elles demandent que la loi ne soit pas appliquée, que le RGPD ne soit pas trop appliqué fort et que les sanctions soient modérées et qu'on fasse plutôt des mises en demeure que des sanctions, etc. Ça fait que Google s'en sort avec des toutes petites sanctions. Et c'est là qu'il faut inverser. Voilà. Merci beaucoup Benjamin. On peut l'applaudir bien fort.